Bonjour à tous. Mon intervention va s'inscrire dans le prolongement direct de la communication précédente, cette fois-ci dans le contexte national. Pour commencer, je voudrais faire une citation de Roberto Saviano, qui a écrit un docu-roman sur la mafia italienne, et qui nous explique que ce n'est pas le cinéma qui observe le monde du crime pour s'inspirer des comportements les plus marquants, mais précisément le contraire. L'idée, c'est que les mafieux, pour une bonne part, doivent s'inventer un personnage de mafieux, et pour ça, ils vont puiser dans un matériau imaginaire. Alors, cet exergue témoigne à sa manière des effets de réel ou d'objectivation générés par le cinéma. Par moments, la fiction irrigue les représentations et les pratiques, et ceci jusque dans la sphère du travail. Elle constitue alors une ressource parmi d'autres pour élaborer une personnalité au travail. Cette hypothèse, à bien des égards surprenante, même provocante, conçoit à front renversé les relations entre réel et imaginaire, traverse les frontières rigides et statiques entre le travail et le loisir, qui ont été édifiées à partir du XIXe siècle, et va traquer l'imagination à l'œuvre au cœur même du travail, pourtant rationalisé à l'extrême dans la société actuelle. Alors pour ça, encore faut-il éviter le piège du médiacentrisme. L'idée, c'est que l'influence des fictions ne réside pas dans le pouvoir hypothétique des médias, non plus dans la structure des récits, mais cette influence est à chercher du côté des publics, dans le cadre d'une sociologie de la réception. On entend par réception le travail interprétatif effectué par les publics, ainsi que les usages sociaux dont les biens symboliques fournissent le support et le matériau. Dans cette acception, la réception renseigne moins sur le contenu et la valeur des œuvres que sur les catégories de perception et de jugement des spectateurs, elles-mêmes déterminées par leurs propriétés sociales et leurs conditions d'existence. À partir de ces prémices, on se placera du côté des policiers pour interroger leur réception des séries et des films policiers. On examinera ce que la fiction leur fait et ce qu'ils en font. Et on répondra aux questions suivantes. Comment perçoivent et évaluent-ils la mise en récit de leur profession? Quels critères de jugement mobilisent-ils? Et comment et dans quelle mesure la fiction se loge-t-elle dans la sphère du travail? Pour ça, on exploitera une enquête ethnographique effectuée au moyen d'un stage d'observation de 3 mois dans les commissariats. Alors cette enquête comprend des questionnaires, 46 entretiens approfondis de 3 ou 4 heures et de nombreuses observations. La thèse consistera à démontrer le lien étroit mais ambivalent entre les policiers réels et leurs homologues fictifs. D'un côté, la fiction est vécue comme une mystification à grande échelle. De l'autre, elle constitue un support de réflexivité, non seulement pour les policiers, mais aussi peut-être pour le grand public. Alors les entretiens approfondis donnent accès aux univers de sens élaborés et partagés sur les fictions policières. Et à ce niveau-là, le constat est sans appel. Les fictions policières sont jugées, je reprends les mots des policiers, totalement irréalistes, hors sujet, archi-bidon, avec des mots extrêmement durs. D'ailleurs, dont l'enquêteur peut être lui-même parfois pris à partie dans un premier temps. Ce jugement négatif est massivement partagé et exprimé dans des termes remarquablement similaires. Et c'est ce caractère extensif et homogène de ce jugement qui permet d'objectiver un regard collectif, un schème de perception intériorisé au cours de la socialisation professionnelle. Alors ce jugement s'inscrit dans une critique plus vaste sur la médiatisation de la force publique qui agrège les informations et les fictions. Il ne se fonde pas ou peu sur des jugements esthétiques. Pour l'essentiel, il procède d'une lecture référentielle, évoquée dans la communication précédente, c'est-à-dire que les policiers évaluent la fiction à l'aune de leur vécu et de la réalité pure et dure, et partant, ils sont obnubilés par les raccourcis, les maladresses, les aberrations. Ce réalisme agressif, selon l'expression de Richard Hogarth, est renforcé par un raisonnement médiacentrique, selon lequel les médias exercent une influence évidente sur l'idée que le public se fait de la police.
Je cite un commissaire, « C'est plus qu'une influence. Les fictions constituent à 95% l'opinion des gens envers la police. Si les gens sont si désagréables, c'est parce qu'ils pensent que derrière chaque casquette, il y a un pinot simple flic qui n'a pas bossé à l'école. Et inversement, quand ils voient des officiers, ils pensent qu'ils ont le pouvoir. » Cette accusation comporte 3 griefs récurrents. D'une part, les récits sont accusés de semer la confusion sur le fonctionnement de la force publique. Le mélange des genres entre services, grades et activités engendre des malentendus constants, à l'instar, c'était évoqué hier, des mises en cause qui réclament un mandat de perquisition au seuil de leur domicile. D'autre part, la fiction fait la part belle à la police criminelle au détriment de la sécurité publique. Elle idéalise les policiers en civil et dévalorise les policiers en tenue. Les uns accaparent le beau rôle et les belles affaires, les autres sont tournés en ridicule. De la vie générale, ces derniers sont englués dans des stéréotypes réducteurs, depuis le benet jusqu'au tortionnaire, en passant par le flic raciste, alcoolo, qui est là pour faire chier le monde. Je reprends encore les termes policiers. Enfin, cette image dichotomique discrédite les policiers en tenue et sape leur autorité. Alors l'autorité, c'est une valeur cardinale, mais aussi le talon d'Achille de la force publique. Et les policiers en tenue sont persuadés que leur mauvaise image dans la fiction compromet leur capacité à faire autorité sur la voie publique. Alors, il y a un entretien révélateur avec un gardien de la paix qui travaille en civil au petit judiciaire. Moi, je suis gardien de la paix, je suis en civil. Par contre, dans une série télé, vous verrez jamais un gardien en civil. C'est le bon gardien de la paix qui est en tenue et qui passe vraiment pour le blaireau de base. Alors nous, derrière, forcément, on est un blaireau de base. Les gens pensent que je suis inspecteur ou lieutenant, alors quand je leur dis « je suis gardien de la paix », ils me regardent, et là l'enquêté mime un air de désappointement évident. Pour expliquer ce consensus critique, on évoquera brièvement les constats de Dominique Monjardet au sujet de la condition policière. Cette condition se constitue par l'expérience du mépris et du rejet, précisément en tant que policier, et partant, elle instaure une extériorité radicale entre les policiers et le corps social. Dans ce sens, les médias incarneraient par excellence l'hostilité générale supposée envers la force publique, dans l'information comme dans la fiction. Alors, de façon complémentaire, je souhaiterais avancer une seconde explication, inspirée des travaux de Claude Dubar sur l'élaboration des identités au travail. Ces identités se construisent à partir de catégories préexistantes et mobilisables pour se définir, à l'instar des titres scolaires ou professionnels. Or, aux yeux des policiers, les représentations médiatiques fournissent des catégories pertinentes au sens de couramment utilisées pour définir leur rôle et leur travail. C'est dire que la fiction, avec son cortège de figures stéréotypées, engage des formes d'identification vécues comme une assignation, voire une imposition. Ce stéréotypage constitue un préjudice symbolique, on l'a vu, mais aussi un problème pratique. Il va engendrer des attentes sociales totalement incongrues ou sans commune mesure avec les moyens des policiers. De cette façon, les héros en marge de la loi occultent les contraintes bureaucratiques qui freinent l'action des policiers. Et inversement, les héros bons samaritains qui vont résoudre tous les problèmes sociaux ramènent les policiers à la figure repoussoire du travailleur social, donc à l'idée que la police fait tout et n'importe quoi, c'est-à-dire n'a plus de finalité assignée. Dès lors, la déconstruction des clichés médiatiques s'intègre étroitement aux justifications produites par les policiers devant les clients pour leur expliquer les raisons de leur action ou de leur inaction. Il y a une capitaine de police qui fait référence à la série Les Experts Las Vegas, qu'elle apprécie, mais par contre elle se trouve obligée régulièrement de rappeler à l'ordre les clients en leur disant donc elle entend des choses comme « vous avez qu'à taper sur l'ordinateur ». Je suis obligé de leur dire « primo, je ne suis pas assistante sociale » et « deuxio, on n'est pas dans les experts ». Et ça, c'est des mentions qui sont courantes. Ce travail de contre-stéréotypage se déroule jusque dans la création fictionnelle, comme le montre une observation participante que j'ai effectuée pendant une semaine sur le tournage de la série Commissaire Cordier. Alors à ma grande surprise, chaque jour, entre 3 et 5 policiers en tenue venaient participer à la production comme figurants. Alors ils avançaient plusieurs motivations dans cette activité, une motivation financière au premier abord, mais ils souhaitaient également, à travers cette activité, faire voir et valoir le professionnalisme du gardien de la paix, et notamment la vraie gestuelle du policier, ce qu'ils appellent les gestes techniques professionnels d'intervention, menotter, désarmer, faire une clé de bras. Bon, la vérité est beaucoup plus triviale, et ils étaient ramenés très souvent à un rôle de second plan.
Dès lors, faut-il déclarer le divorce entre les policiers réels et leurs homologues fictifs? Au contraire, la réception des fictions ne se réduit pas à un rejet en bloc, elle engage des formes d'appropriation, au sens où les policiers vont, par moments, entrelacer le réel et l'imaginaire, et la fiction va venir irriguer la constitution du rapport à soi et à autrui. C'est ce que je souhaiterais, le point sur lequel je souhaiterais insister avec le temps qu'il me reste. On a fait le temps. D'accord. 10 minutes. Combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Bon, je vais essayer d'être synthétique. D'une part, plusieurs indices laissent entrevoir les entrelacs entre réalité et fiction. Déjà, beaucoup de bureaux policiers sont décorés par des affiches. Les policiers font aussi des montages. Alors, je ne vous les montrerai pas, où ils vont venir greffer leur visage sur celui des personnages fictifs. Et surtout, j'ai fait passer des questionnaires qui montrent que les policiers sont, dans leur grande majorité, spectateurs et amateurs des fictions policières. Ils vont plébisciter les séries à visée de crédibilité, voire qui revendiquent un réalisme documentaire et qui vont mettre en scène la police criminelle, à commencer par Les Experts et les films français 36 quai des Orfèvres, Le Petit Lieutenant et L627. Alors cette homogénéité des goûts est confirmée par un sondage de grande ampleur effectué auprès des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, et elle va permettre d'objectiver un horizon d'attente, c'est-à-dire une définition commune des codes constitutifs du bon récit policier. Donc pour les policiers, il y a deux conditions à l'immersion fictionnelle. D'une part, le réalisme, d'autre part, l'exotisme, c'est-à-dire il faut que la fiction se déroule soit dans la police criminelle, soit aux États-Unis. Et à cette double condition, ils vont pouvoir s'engager dans une lecture réaliste qui va consister à établir une correspondance, voire une équivalence, entre le réel et l'imaginaire. Et c'est d'autant plus vrai quand les fictions sont coproduites par des policiers anciens ou actuels, sachant que ces savoirs indigènes vont venir crédibiliser le récit. Alors l'immersion fictionnelle trouve ses ressorts dans la structure des récits, mais aussi dans les conditions d'existence des policiers, au sens où leur métier est propice à la recherche d'évasion et aux identifications imaginaires. Alors d'un côté, le métier policier, il recouvre une pénibilité mentale et affective, avec des situations potentiellement traumatisantes. Et de l'autre, les policiers sont prédisposés, pour ainsi dire, à endosser des identités fictives. Ce sont des professionnels du management des impressions, façon Goffman, ne serait-ce que pour détecter les comportements délinquants, faire une démonstration de force ou prêcher le faux pour avoir le vrai. Et donc pour les policiers, avec leurs propres mots, il s'agit pour le policier d'être un acteur qui va jouer régulièrement des rôles de composition. Et donc ils vont manifester une disposition à la feintise qui va les amener à manier les faux-semblants et à entrelacer réel et fiction. Cette disposition est par ailleurs entretenue par le savoir coupable dont ils disposent sur les souffrances et les déviances de la société. Et il y a beaucoup de policiers qui me disent que ce qu'ils voient dans la réalité, ça va très au-delà de la fiction. Et par ailleurs, ils vivent aussi toujours un peu sur le fantasme, comme ils disent, de la super affaire, du gros coup qui peut tomber d'un seul coup. Ainsi, pour 19 enquêtés sur 46, la fiction offre un support de réflexivité pour faire travailler les expériences, les aspirations, les frustrations. On sait que la fiction intervient de façon significative dans les trajectoires professionnelles. Je renvoie aux travaux de Geneviève Pruvot à ce sujet. Ici, je voudrais insister sur les ressources procurées par la fiction, d'une part pour évacuer ou sublimer les frustrations vécues au travail, d'autre part pour désingulariser le métier, c'est-à-dire partager avec autrui ses aspects les plus ineffables. Alors, à un premier niveau, la fiction est synonyme d'évasion. Elle va permettre de se détendre, d'oublier provisoirement le boulot et ses contraintes. Mais à un degré supérieur, elle va permettre aux policiers de renouer avec la teneur vocationnelle de leur métier. Donc en voyant des professionnels hyper investis qui sont engagés dans des enquêtes trépidantes, les policiers vont pouvoir vivre par procuration les moments d'adrénaline et les belles affaires. De la même façon, les dénouements heureux leur procurent un sentiment de réconfort et va venir atténuer leur exigence de justice qui est très largement frustrée. Alors par ailleurs, la fiction renvoie à une image idéalisée mais parlante des relations de travail. Et les policiers sont très souvent attentifs aux chefs de service paternalistes dans les séries et les films. Pour les jeunes policiers, ça va être une référence à part entière pour définir ce qu'est ou devrait être un bon chef de service, compétent, intègre, proche de ses effectifs et prêt à couvrir
les erreurs sans conséquence. Pour les anciens policiers, ça va servir de référence pour critiquer les nouveaux chefs fraîchement débarqués et qui sont distants de leurs effectifs, et aussi pour critiquer la montée en puissance d'un néo-management qui va faire passer la performance devant toute autre considération. Et donc il y a à travers la fiction une critique explicite de la culture du résultat. Alors j'ai une policière de 43 ans qui explique « J'adore Centrale Nuit, c'est vraiment au plus près du réel, mais les mentalités changent. Cette série montre la police des années 80-90, les flics qui ont connu le travail de policier à la base. Aujourd'hui, c'est pas la même mentalité. On a la pression des statistiques. Dans PJ, le chef de service est un vieux loup au plus près de ses troupes, à l'ancienne. » Alors dans la vaste galerie des personnages fictifs, les héros faillibles en proie à des doutes et des échecs vont séduire largement et ils vont faire office de réceptacle pour projeter et apprivoiser ses propres peurs et douleurs. Il y a notamment un commissaire qui m'explique que les personnages comme Lily Rush dans Cold Case lui permettent de faire travailler certaines de ses propres craintes, comme celle de prendre une décision aux conséquences funestes ou de devoir appeler une famille pour annoncer le décès d'un proche. Alors cette vertu cathartique de la fiction va se retrouver également dans la fascination quasi générale pour les héros déviants, mi-flics, mi-voyous, qui vont par moments basculer dans la violence. Ce plébiscite imaginaire en faveur d'une justice expéditive s'enracine dans le sentiment d'impuissance profondément éprouvé par les policiers, qui vont imputer leur impuissance à la paperasse administrative et aux garde-fous juridiques. Sous cet angle, la fiction sert d'exutoire et va offrir aux policiers une forme de revanche sans conséquence. Et pour finir à cette vertu de défrustration, je voudrais ajouter une fonction de désingularisation. Alors, au demeurant, les policiers s'apparentent à ce que Goffman appelle des déviants intégrés, c'est-à-dire des gens dont le métier les place en marge de la société. Donc non seulement ils se sentent méprisés, voire rejetés par la population, mais en outre ils possèdent un savoir coupable sur les souffrances et les déviances du corps social. Dans ce sens, la condition policière reste inaccessible aux non-policiers, radicalise l'entre-soi et attise un sentiment de particularisme. Or, les policiers reconnaissent aux fictions réalistes une valeur testimoniale. Elles donnent à voir sous une forme exagérée mais évocatrice les difficultés et les désillusions du métier, et donc elles vont offrir une médiation idéale pour édifier le grand public sur leur sort. Alors, il y a notamment un jeune policier de 28 ans qui a un témoignage tout à fait révélateur. « Le petit lieutenant, c'est un film que j'adore. Tu vois la vraie police, ça retrace vraiment la naïveté du jeune stagiaire, le mec qui vient de commencer, qui sait pas, qui voit que tout ce qu'il a appris, c'est niette. Le jour où tu fais des erreurs, ça peut finir tragiquement. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté à mes parents, je leur ai dit « Regardez, c'est ça la police ». Et donc, on a bien ici cette fonction de désingularisation. Alors, cette mise en image et en partage de la profession englobe le recours à la violence policière. Celle-ci, au demeurant, est occultée par une profonde culture du secret. Et d'ailleurs, toute information relative à une éventuelle bavure policière déclenche aussitôt l'indignation de la profession. Pourtant, à ce sujet, la fiction fait exception. Et donc, cette réception contrastée qui va refuser à l'information ce qu'elle permet à la fiction tient à l'ambiguïté constitutive de la fiction, entendue comme une invention vraisemblable, ni tout à fait vraie, ni tout à fait fausse. C'est pourquoi les fictions réalistes sont un détour idéal, car imaginaire, pour dire l'indicible et pour dévoiler les aspects les moins avouables de la profession et les dysfonctionnements de la justice. Il y a un brigadier chef qui explique notamment, qui est très attaché à la figure de Lino Ventura dans Adieu Poulet, précisément parce que Lino Ventura dans ce film va expliquer qu'il est obligé de faire des entorses à la loi pour faire correctement son métier. Donc c'est un constat trivial pour la sociologie du travail. Là, dans le cadre du métier policier, ça prend toute sa valeur. Et donc cet enquêté va jusqu'à me dire c'est notre travail à nous, faire des entorses au règlement pour bien faire le métier. Et je finirai par un dernier argument, c'est que tout l'intérêt des héros déviants est d'illustrer sous une forme mythologique la tension structurelle entre efficacité et légalité de l'action policière.
et donc la tentation, voire l'obligation, parfois, de transgresser la loi. En conclusion, le regard des policiers sur leurs homologues fictifs oscille constamment entre répulsion et fascination. D'un côté, la fiction est un stéréotypage réducteur qui va causer un préjudice symbolique mais aussi pratique. Et à ce niveau-là, on peut rattacher la réception des médias, enfin on peut la définir comme une sorte d'extension du drame social du travail, dans les termes de la sociologie interactionniste des professions, au sens où le statut, la définition de soi, va se jouer jusque dans le rapport aux médias. Mais d'un autre côté, la fiction fournit des ressources interprétatives pour se penser soi-même, mais aussi pour permettre à autrui de comprendre la profession. Et les policiers vont épuiser un matériau imaginaire pour domestiquer leurs conflits intérieurs, mais aussi pour partager un vécu difficile, voire impossible à communiquer. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention.